Bienvenue sur Média. Dans Hebdo Santé cette semaine, nous jetons un regard sur l'accès au diagnostic et à la prise en charge de la drépanocytose qui reste un véritable défi dans de nombreux pays en Afrique. Bien que la maladie soit répandue dans la région, de nombreux obstacles entravent le dépistage précoce, le traitement adéquat et la gestion des complications. Alors, comment lever ces obstacles afin de rendre disponible le diagnostic et la prise en charge de la drépanocytose partout sur le continent, même dans les zones les plus reculées? Pour en parler, deux invités comme toujours avec moi sur le plateau d'Hebdo Santé, Dr Juliette Elie, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes médecin généraliste formé à Paris, la Sorbonne. Vous avez travaillé au centre référent de drépanocytose à Necker, enfants malades. Et actuellement, vous travaillez en tant que bénévole pour Solinfo, qui est Solidarité, Intervention et Formation. C'est donc une ONG française et vous développez donc des projets communautaires et de santé en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Exactement. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette émission, Dr Juliette. Merci à vous. Également avec nous, Dr Isaac Begré. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes un médecin, DES de chirurgie générale, coordonnateur de projet de l'ONG IDSCOM Côte d'Ivoire. Et vous êtes titulaire d'un brevet national de secourisme d'urgence de Côte d'Ivoire et titulaire d'un management de la qualité des soins et de la sécurité du patient. En tout cas, merci de répondre toujours présent à notre invitation, Dr Begré. Et à nouveau, bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de ce sujet assez important et nous dire comment rendre accessible le diagnostic et la prise en charge de la drépanocytose à toutes les populations où qu'elles se trouvent. Commençons déjà par voir un peu la situation épidémiologique de cette affection en 2025 sur le continent. Est-ce que, je veux dire, la maladie, la drépanocytose est toujours un problème de santé publique, messieurs, dames? Ok, merci, monsieur Stache. Il faut dire que depuis toujours, la drépanocytose reste et demeure la maladie héréditaire la plus répandue en Afrique et voire même à travers le monde. Vous voyez, dans bon nombre de pays africains, la proportion de 10 à 40% de la population porte les gènes drépanocytaires, avec une prévalence de moins de 2%. C'est même le cas de la Côte d'Ivoire où 12% de la population ivoirienne porte les gènes drépanocytaires. Donc la drépanocytose jusqu'aujourd'hui demeure un problème de santé publique pour pas nombre de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Le thème est bienvenu pour qu'on puisse expliquer les enjeux à tous nos auditeurs sur cette pathologie. Vous avez donné un pourcentage de la population qui porte les gènes, c'est des personnes qui souffrent de la maladie? Pas nettement ceux qui souffrent de la maladie, mais il faut dire que la maladie, il peut avoir le gène sans toutefois faire la maladie. Ah d'accord. Voilà, donc ceux qui font la maladie, je pense qu'ils sont pratiquement ils ont une proportion de 2%. Mais 2% c'est énorme. Quand on prend la version ivoirienne, 2% portent le gène SS qui font la maladie. Et en termes d'effectifs, c'est énorme. D'accord. Ouais, c'est vraiment un problème de santé publique majeur en termes de morbidité et de mortalité précoce en Afrique. Et en fait, en termes de mortalité, on estime qu'il y a au moins 50% de décès avant l'âge de 10 ans en Afrique. Et on considère en fait qu'il y a environ 265 000 décès par an de cette maladie. Donc en fait, c'est estimé à un décès toutes les 2 minutes en Afrique de cette maladie, la drépanocytose. Donc c'est effectivement un problème majeur de santé publique. Alors, à quoi est dû donc ce taux élevé de décès avant l'âge de 10 ans? Eh bien en fait, c'est une maladie qui est extrêmement mal diagnostiquée, qui n'a pas de dépistage précoce dans beaucoup de pays africains et qui va être responsable de nombreuses crises, donc des crises on va dire d'ischémie et de reperfusion au niveau des crises de vaso-occlusives, des crises, il peut y avoir des AVC, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. Ça va toucher beaucoup d'organes différents et qui seront mal diagnostiqués, donc mal pris en charge. Et donc malheureusement, il y a un taux de décès très élevé de cette maladie. Alors vous avez dit quelque chose de très important, il n'y a pas de dépistage précoce ou alors c'est mal diagnostiqué. Est-ce qu'on peut dire que cette maladie est méconnue, la population ne connaît véritablement pas cette maladie, la drépanocytose? Oui, moi je dirais que cette pathologie n'est pas tout à fait connue de la population, si bien que lors des examens
prénataux, même on prescrit le bilan, les parents ne savent pas ce que c'est, les amènent la drépanocytose. Et vous voyez que le diagnostic est fait de façon tardive, si bien que, notamment en Côte d'Ivoire, les décès dus aux complications de la drépanocytose intéressent essentiellement les enfants de moins de 5 ans, en plus d'adolescents et les femmes enceintes. Au moins les parents s'en rendent compte que c'est la drépanocytose, c'est-à-dire qu'il fait déjà une complication et on passe au stade de décès. Donc c'est le diagnostic tardif qui fait qu'on a plus d'enfants qui meurent de cette maladie bien avant qu'on pose un diagnostic. Et ces enfants sont contaminés par les parents, puisque c'est une maladie c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que les parents portent les gènes, donc le père porte les gènes, la mère également, donc le brassard des deux vont donner les sangs à les formes SS ou encore les formes hétérozygotes. Et la forme sévère va forcément donner les cas de décès. Alors je veux savoir, ces parents ne se savent pas drépanocytaires, non? Ils peuvent le savoir, mais très souvent, ces parents ne savent pas drépanocytaires. Et c'est quand ils trouvent que dans les enfants qui font la forme sévère, c'est là eux-mêmes, ils découvrent les statuts. Puisque le diagnostic n'est pas précoce, n'est pas forcément pratiqué dans tous les centres de santé en Côte d'Ivoire. Waouh! Effectivement, en fait, il faut être homozygote, c'est-à-dire avoir donc chaque parent va être atteint, on va dire, de manière hétérozygote de la maladie, sans le savoir, puisqu'ils seront asymptomatiques de la maladie. Et lorsqu'ils auront un enfant, malheureusement, s'il y a deux parents AS qui ont un enfant ensemble, ils auront beaucoup de chances d'avoir un enfant, en fait, une chance sur 4 d'avoir un enfant SS. Donc, ce qui est vraiment énorme. Alors, je l'ai dit donc en introduction, le diagnostic, la prise en charge reste donc un véritable défi dans de nombreux pays en Afrique. Alors, dans vos activités à travers donc votre ONG, quel est le constat? Est-ce que c'est parce que les populations n'ont pas les moyens d'aller se faire dépister ou alors c'est parce que les centres de santé sont éloignés de leur lieu d'habitation? Alors effectivement, avec mon ONG, donc Solinfo, on travaille avec une ONG partenaire qui s'appelle Les Flamboyants, qui est située à Doropo, dans le Bunkani. Donc nous, on travaille vraiment dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le nord-est, et on développe en fait un projet d'études épidémiologiques du trait drépanocytaire au sein de ces populations, qui sont effectivement, qui ont des troubles peut-être financiers, premièrement, donc ils ne peuvent pas payer les tests de diagnostic pour le dépistage de la drépanocytose, mais également parce qu'il y a une absence en fait de connaissances, mais également une absence de machines, de techniques pour diagnostiquer cette maladie. Donc il s'agit de venir jusqu'à Abidjan peut-être pour venir se faire diagnostiquer et ça coûte de l'argent. Donc ces populations sont malheureusement non diagnostiquées et comme toute pathologie chronique, il est nécessaire d'avoir un diagnostic relativement précoce pour qu'il y ait une qualité de vie normale, en tout cas, puis avoir une prise en charge globale, une adhérence au traitement. Donc voilà, donc effectivement dans ces villes-là, on s'aperçoit qu'il y a un manque d'informations et de connaissances sur la maladie et un manque de diagnostic par manque de moyens financiers et techniques. Vous avez parlé de machines. Les choses n'ont pas évolué au niveau de diagnostic de la drépanocytose comme certaines maladies, avoir des tests rapides qu'on peut faire même dans le plus petit hameau, non? Non, à ce niveau, il faut dire que les tests rapides existent. Mais dans ces localités qui sont les plus reculées, il n'y a pas de laboratoire. Très souvent, on fait des sous-traitances. Le patient qui, comme le disait à Dorobo dans le nord du pays, dans cette zone, il n'y a même pas d'hématologue, qui est le spécialiste de cette pathologie. Aussi, les laboratoires qui existent dans les centres de santé ne font pas l'électrophorèse, qui est l'examen de certitude. Donc, l'accès d'avant même au diagnostic est limité chez cette tranche d'âge de population. Aussi, il faut dire que les parents même ne comprennent pas cette maladie, ignorent l'existence de ces pathologies. Ça fait deux problèmes. Donc c'est tout ce qui fait que dans ces pays reculés, non seulement la taux de mortalité sera élevé, mais l'accessibilité réellement au diagnostic devient complexe. Il est important de mettre des projets. Donc moi je salue d'abord l'initiative de ONG Solinfo pour pouvoir aider cette population. Aider cette population pour améliorer l'état de santé, surtout la prise en charge. Elle a évoqué le problème de coût, exactement parce que toute pathologie a un coût. Et ici, la prise en charge n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire. Donc là aussi, ça crée aussi un facteur de non-accessibilité aux soins. Puisque le patient va faire des crises vaso-occlusives, le patient sera sujet à des cas d'anémie, à répétition, il faut transfuser. Pourtant, il n'y a pas de pot de sang disponible.
ou encore, mais il n'y a même pas le minimum de revenus pour réaliser même un examen pour savoir si l'enfant est anémie ou pas. Donc, c'est à tous ces éléments qui font que la population elle est laissée pour compte. Donc, je salue vraiment l'initiative de l'ONG Sofinfo et on espère qu'avec vous, les choses vont s'améliorer dans ces régions du pays. Alors, justement, devant l'urgence, vous êtes en train de mettre en place des projets pour permettre à ces populations-là d'avoir accès au dépistage et également à la prise en charge. Ça va être quoi le projet? C'est quoi? Alors pour l'instant le projet va être uniquement basé sur le dépistage pour l'instant. Pour l'instant le dépistage. Exactement, pour avoir des chiffres pour pouvoir montrer et connaître l'épidémiologie exacte, en tout cas dans le nord de la Côte d'Ivoire qui est a priori une zone quand même très touchée par la drépanocytose. Et on profitera en fait grâce à des tests de diagnostic rapides d'aller dans des villages relativement reculés. Donc faire du dépistage, mais également de sensibiliser la population à cette maladie. Super. Donc de leur donner beaucoup d'informations, de reconnaissance des premiers symptômes, comment est-ce qu'on se transmet la maladie. Donc voilà, avoir une information un peu globale et générale de cette maladie, mais également des gestes de prévention, dont on parlera certainement tout à l'heure, mais l'hydratation, l'antibiothérapie prophylaxique, la vaccination également, qui sont des moyens de prévenir les complications de la maladie. D'accord. Donc le projet, c'est effectivement de travailler sur cette étude épidémiologique. Et puis il y a d'autres organisations qui sont absolument incroyables, qui font d'autres projets, comme par exemple DREP Afrique, qui est une association française, qui ont mis en place en fait un traitement qu'ils ont appelé DREPAF, qui est une reformulation de l'hydroxyurée. L'hydroxyurée qui est le traitement qui peut moduler, on va dire, la chronicité de la maladie. Et en fait qui réduit de 50% les complications de la maladie. Donc c'est vraiment un traitement au long cours qui est pris qui est utilisé dans les pays dans le nord et qui ici peut utiliser puisque relativement cher. Et donc DREPAF sera un traitement qui a été mis en place, qui a eu l'AMM au Sénégal en avril, donc c'est extrêmement récent, et qui sera disponible sur le marché à partir de septembre et qui coûtera un tiers du prix actuel de l'Hydrea. Donc l'idée c'est vraiment de développer ce traitement-là dans la sous-région et donc dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Donc on espère que ce traitement sera en place en 2022. Vous l'avez dit à un coût réduit pour permettre à toutes les populations, malgré leur bourse, donc de pouvoir accéder à ce traitement. Exactement. D'accord. Ouais. Et ça va s'étendre, je veux dire, à beaucoup de régions? C'est l'objectif. Alors moi, je ne suis pas dans cette association. Mais je pense que c'est la phase pilote. Donc, parlant de phase pilote, c'est la région de Boukani qui est plus ciblée. Alors pour ce traitement-là, donc c'est le Sénégal pour l'instant. Sénégal. Voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'en 2027, d'autres pays aient accès à ce traitement, qui sera, je suis sûre, à quoi devons faire la partie essentiel. Oui, exactement. D'accord. Donc déjà, vous commencez par la phase de diagnostic, de dépistage. Voilà, ça c'est notre organisation. Ça c'est votre organisation. Exactement. Et puis, à la suite... par une autre organisation qui s'appelle DREP Afrique. DREP Afrique. Et qui mettra ce traitement en place. Puis il y a d'autres projets qui sont en place par différentes organisations que je salue. Vivement que vous multipliez donc, je vais souhaiter plein succès à ce projet, que ça puisse s'étendre. Que ça puisse s'étendre donc à beaucoup de pays, à beaucoup de régions donc, pour permettre aux populations qui malheureusement n'ont pas les moyens, qui n'ont pas accès au diagnostic et au traitement de pouvoir le faire. Exactement. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, docteur Veguet? Oui, je voulais ajouter parce que c'est vrai que quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, comme pour nombre de pays, l'État met à disposition des médicaments, la sécurité aux soins, à travers la NPSP, mais ces médicaments ne sont pas toujours gratuits. Le patient peut venir, mais il peut avoir un frein au niveau de la sécurité aux soins, où il n'a pas les moyens de payer les médicaments. Donc si avec l'ONG Sofinfo, il fait le dépistage, et qu'une autre ONG vient en appui avec de nouvelles molécules, je pense que le problème sera résolu le plus tôt possible. Voilà, donc il faut encourager cette action et aussi là, on parlait de sensibiliser la population, c'est très important la promotion, parce qu'une chose est de vouloir le faire, mais l'autre est que la population comprenne évidemment l'enjeu de ce projet, adhère vraiment à tous ces consignes qui leur seront donnés pour les mettre en pratique. D'accord.
Je voulais revenir un peu à cette expérience du Sénégal. Ça a porté ses fruits, c'est efficace. Alors, l'hydroxyurée, donc au Sénégal, ça sera sur le marché en septembre 2025, donc ça sera pour bientôt. Mais l'hydroxyurée, effectivement, c'est efficace, d'accord ? Ça fait 25 ans que les pays du Nord l'utilisent tous les jours pour des patients drépanocytaires qui remplissent certains critères, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est des patients qui sont très symptomatiques, qui ont des crises relativement fréquentes ou alors qui ont des complications graves de la drépanocytose. Et ce médicament réduit en fait de plus de 50% les crises vaso-occlusives, les hospitalisations, et donc a vraiment montré un bénéfice chez les patients drépanocytaires. Waouh! Ah, c'est à saluer ça. Ouais. D'accord. Docteur Bébé? Oui, en fait, je veux dire que dans certains pays, il y a certains pays où les États ont vraiment introduit la lutte contre la drépanocytose dans les programmes nationaux. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, depuis l'année dernière, a créé un centre de prise en charge de la drépanocytose à Yopougon, en millionnaire, où ils font le diagnostic néonatal. Et que derrière la naissance, on fait les tests pour voir si l'enfant est porteur de l'allèle ou pas, et aussi la prise en charge précoce. Et dans ce centre également, on fait un renforcement des capacités du personnel parce que les hématologues, il n'y en a pas assez, mais le personnel est à chaque fois formé pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose. Et l'État va plus loin en uniformisant le coût de la peau du sang. Avant, dans plus de localités, le coût était différent, mais depuis un bon moment, l'État de Côte d'Ivoire veille à ce que la peau du sang, le coût soit uniformisé à 3 000 francs sur tous les années de territoire, pour permettre aussi aux patients démunis d'avoir accès au moins une peau de sang pour l'éventuelle transfusion. Nous l'avons dit, la drépanocytose se manifeste par les anémies à répétition, qui très souvent sont sévères, donc il faut que le patient soit transfusé moins de 2 fois pendant l'année. Tout dépendra des crises. Donc c'est aussi à saluer, et bon nombre de pays également en Afrique aussi devaient emboîter le pas peut-être à la Côte d'Ivoire pour en faire autant, pour qu'au moins on ait au moins plusieurs centres de prise en charge de la drépanocytose dans ces localités. Côte d'Ivoire a fait un premier centre, on espère qu'il y aura les seconds centres, et puis avec Sol Info, on espère avoir aussi des centres dans le nord, pourquoi pas un peu partout en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on compte donc sur votre ONG, Sol Info. Et l'ONG Les Flamboyants, surtout, particulièrement notre partenaire. À travers votre projet, est-ce que tout le monde sera éligible au diagnostic? Oui, en fait, vu que c'est une étude épidémiologique, donc ce sera une population cible très large en fait. Donc on ira dans les villages tester particulièrement des enfants avec le test de diagnostic rapide. Ça va durer combien de temps? Ça va durer 6 mois environ. Et ça commencera à la fin de l'année. C'est la collecte des données qui durera 6 mois. Exactement. Vous pensez que c'est suffisant pour faire le maximum de population? On verra, mais on pourra rallonger effectivement si il nous manque du temps. D'accord. En tout cas, on salue donc ce projet, mais je voudrais qu'on puisse, avant de terminer cette émission, donc recommander, donner des conseils à la population au sujet donc de cette maladie, la drépanocytose, à quel moment il faut aller faire son dépistage, même s'il n'y a pas de centre de diagnostic, mais il faut faire l'effort d'aller donc dans un centre de diagnostic pour connaître son statut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander à tous ceux qui nous regardent maintenant? Ma recommandation se fera à 3 niveaux. D'abord au niveau des gouvernements ou des États des différents pays africains. Il faut que ces pays inscrivent la lutte contre la drépanocytose dans les programmes nationaux de santé. Parce que si les pays n'adhèrent pas à la lutte contre la drépanocytose, ça sera laissé pour compte. C'est ce que je voulais souligner. Pour les prestataires de santé, les collègues médecins infirmiers, nous encourageons à faire la spécialité d'hématologie parce que dans tous les pays africains, le nombre d'hématologues est vraiment minime par rapport à la prévalence de la maladie dans ces zones. Maintenant, la population, à elle, il faut vraiment qu'elle adhère aux consignes. Le cas de la Côte d'Ivoire ou encore le Mali, quand les femmes sont enceintes, dans le bilan prénatal, les tests de drépanocytose, ils figurent. Mais combien sont des patients qui font ces bilans avant la naissance? Donc, c'est d'encourager les mères à faire ces bilans et aussi à respecter ces consignes. On peut également faire des tests avant mariage. Ils ne connaissent même pas le statut de leur époux et puis pour donner les enfants qui sont homozygotes et puis ils font la maladie.
Pourtant, si vous avez fait les tests au préalable, on pouvait plus ou moins les suivre. Donc, dans le cadre de la drépanocytose, il n'y a pas d'âge. On peut à tout moment aller faire son test. Ou alors, si on a des antécédents drépanocytaires, on est obligé de faire le test, c'est ça? Oui, on peut faire le test à tout âge. D'accord. Si bien qu'on a commencé avec... Avant, on faisait ça après... Des mois après la naissance, mais depuis l'année dernière en Côte d'Ivoire, on fait de façon néonatale. Voilà, donc on peut le faire à tout âge. Docteur Juliette, en termes de recommandations, vous qui êtes en France, quelle est votre expérience là-bas qui marche, qu'on pourrait implémenter dans nos pays africains pour véritablement, booster la lutte et la prise en charge de la drépanocytose? Alors effectivement, en France, la prise en charge, elle est différente puisque en fait, le diagnostic néonatal est devenu obligatoire en France depuis 2024, depuis novembre 2024. Donc c'est très récent, mais maintenant c'est vraiment étendu à toute la population. Donc les patients, donc les enfants diagnostiqués très jeunes sont pris en charge très tôt et sont suivis dans des centres référents de drépanocytose. Effectivement, le problème financier est très différent puisque la sécurité sociale rembourse la prise en charge de la maladie. Vous voulez dire que la prise en charge est entièrement gratuite? Oui, exactement. Donc effectivement, il y a des protocoles mis en place en France. Maintenant, on rencontre tout de même des difficultés quand même dans la prise en charge drépanocytaire puisque c'est une maladie qui touche, c'est une naissance sur 600, donc c'est quand même relativement rare. C'est en prévalence, c'est 1 sur 1700 naissances. Donc c'est une maladie qui est quand même peu connue des médecins généralistes en France. Et donc nous on rencontre cette difficulté-là, en fait, de l'absence de prise en charge globale et de la relation entre l'hôpital et le patient et le médecin généraliste finalement. Voilà. Mais en tout cas, je conseille ici d'aller effectivement au centre à Yopougon où j'ai pu aller. J'ai pu rencontrer le docteur Yapi et le professeur Koudou qui donnent des consultations en fait, gratuites pour la drépanocytose avec une prise en charge adaptée à chaque personne et personnalisée. Donc effectivement, il faut se faire dépister et il faut suivre les règles de prévention en fait aussi de la maladie. Donc comme on disait tout à l'heure, l'hydratation. La prévention des vaccins, d'accord, et l'antibioprophylaxie et voilà des signes qu'il faut juger urgents, c'est une fièvre ou un ictère, donc les yeux très jaunes, une anémie, une pâleur extrêmes qui peuvent vous appeler à consulter un médecin. D'accord, quand vous observez tous ces signes. Mais j'ai cru entendre vaccin. Il y a un vaccin pour la drépanocytose? Alors non, mais il y a des vaccins pour les autres maladies pour protéger les patients drépanocytaires contre des maladies. D'accord. Voilà. Ok. Docteur Begley, vous qui êtes médecin en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez quelques indications pour les populations qui certainement ne savent pas qu'à côté d'eux, il y a un centre où ils peuvent aller se faire diagnostiquer? Alors, moi, je dirais d'abord d'aller dans le centre de santé le plus proche. On peut aller dans n'importe quel centre de santé? Le plus proche, vous trouvez un prestataire de santé qui va mieux vous orienter. Vous pouvez faire au moins le FOTIS ou encore l'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà. Mais au-delà de ceux qui peuvent venir jusqu'à Abidjan, il y a un centre de prise en charge de la drépanocytose qui est à Yopougon, camp millionnaire. Est-ce que le coût il est accessible? Bon, l'accessibilité, je dirais oui, parce qu'ils ont pris en compte plusieurs paramètres. Mais je pense que le plus important d'abord, c'est de venir fréquenter ce centre. Et s'il y a lieu, si le coût pose un problème, je pense que le service social peut s'en charger. Mais si on veut mettre dans la tête que je n'ai pas d'argent, je ne vais pas venir, je pense que c'est le pire qui peut arriver. Voilà, comme le dit, la drépanocytose, c'est une sale maladie qui peut entraîner des atteintes multiviscérales, ça peut donner des lésions rénales, des problèmes cardiaques, ça peut donner aussi des problèmes pulmonaires, des infections respiratoires, des infections urinaires, même favoriser la survenue de la méningite. Donc vous voyez, c'est une maladie qui peut facilement faire la part belle à plusieurs pathologies qui vont entraîner encore des coûts élevés. En un mot pour terminer, donc vous croyez qu'effectivement les pays africains peuvent relever le défi de l'accès? Je le crois fortement parce que je pense que bon nombre de pays sont améliorés quant à la prise en charge de certaines pathologies, et notamment au Sénégal où les gars ont mis l'accent sur la recherche de nouvelles molécules plus adaptées. La Côte d'Ivoire vraiment en fait autant qui finance les recherches
Donc on espère que dans quelques années, on pourra relever ce défi de prise en charge précoce avec des molécules encore plus adaptées à la prise en charge. L'accès au diagnostic et au traitement, vous pensez que les pays africains peuvent y arriver, docteur Juliette? Bien évidemment. Avec un travail commun des médecins, des chercheurs, et puis surtout un travail dans l'ensemble en tout cas de la Côte d'Ivoire, de la politique gouvernementale également. Également, et oui, bien sûr, on va y arriver. Merci. Si vous avez suivi l'émission et si vous avez pris bonne note donc de toutes ces informations et surtout les mettre en pratique. Merci en tout cas à vous, docteur Juliette Elie. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Vous travaillez donc en tant que bénévole à Solinfo, une ONG française, et vous développez donc des projets de développement communautaire et de santé en Côte d'Ivoire. Exactement. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour toutes ces informations. À vous, docteur Isaac Begré, vous êtes médecin, DES de chirurgie générale. Merci à l'équipe de réalisation, Fares Sakura, Arnold Dosso et Jean-Marc Grancé, qui ont réalisé donc cette émission. Et à très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.